Bonjour et bienvenue en Tête-à-Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, le fondateur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, dans l'est de la RDC. Bonjour, docteur Mukwege. Bonjour, monsieur Marc. Alors, dans cet hôpital, depuis des années, vous avez soigné des milliers de femmes, mais aussi d'enfants qui ont été violés. Vous avez ensuite délaissé la blouse pour vous plonger dans l'arène politique. Vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en RDC en 2023 qui a été remportée par Félix Tshisekedi. L'actualité dans l'est de la RDC, c'est le retour de l'ancien président Joseph Kabila. Il a affirmé être prêt au sacrifice suprême. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la RDC ou est-ce que vous craignez le pire? Sa déclaration m'avait tout à fait déçu, puisque je crois qu'après ce qui s'était passé en 2018, où nous savons très bien que c'était un deal à l'africaine, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères française, M. Le Drian, ces deals, on ne nous a jamais dit en réalité, il s'agissait de quoi? Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir, maintenant je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Deuxièmement, je pense qu'il devrait expliquer au peuple congolais quel était le contenu de cet accord qu'il a fait avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'il le fera après, mais c'est maintenant, c'était l'opportunité de pouvoir expliquer. Et je pense qu'il décrit ce qu'il avait fait de très très brillant, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport à son bilan. Le bilan qu'il attribue à son successeur. Il parle de dictature, de tyrannie. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans sa description, même s'il y a de petites exagérations, mais il devrait aussi assumer ces bilans désastreux, c'est lui qui a choisi et il ne nous a jamais dit pourquoi. Et probablement que Félix Tshisekedi, il faisait tout simplement les programmes qu'on lui a demandé de faire, puisque moi je ne vois pas beaucoup de différence entre ce que Kabila faisait et ce que Félix est en train de faire. Il est vrai que la corruption a pris quand même des dimensions très très inquiétantes pendant ses pouvoirs. Alors, le Sénat a levé l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, l'accusant de collusion avec l'ennemi, et le régime, y compris le président, l'a accusé nommément d'être en fait la marionnette de Paul Kagame, le président du Rwanda. Est-ce que pour vous, Joseph Kabila agit en service commandé pour Paul Kagame? Son discours est clair. De toute façon, il n'a pas dénoncé le président rwandais comme agresseur, alors que nous avons la résolution 2713 qui demande au Rwanda de quitter la République démocratique du Congo, et ceci sans condition. Il n'a pas fait allusion à ça. Et pour moi, et puis il est entré par le Rwanda, pour moi, ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc je dois dire que ce qu'il est en train de faire, c'est du déjà vu. La situation dans l'Est de la RDC, il y a, d'après le Programme alimentaire mondial, 10 millions de personnes confrontées à la faim aiguë. Ça, c'est la situation humanitaire. Il y a la situation des droits de l'homme. Amnesty vient, dans un rapport, d'affirmer que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, tuent, torturent, font disparaître des détenus. Vous avez évidemment vos contacts à Bukavu et j'imagine ailleurs dans l'Est. Comment est-ce que vous décrivez la situation à l'heure actuelle? La situation humanitaire dans l'Est du Congo est dramatique. Et je crois que vous avez donné quelques chiffres. Je crois à Goma et à Bukavu, tous les matins, quand ils se réveillent, ils comptent leurs morts. Ils comptent leurs disparus. Leurs morts de faim ou leurs morts exécutés? Morts exécutés, morts enlevés, des cadavres qu'on retrouve sur leur passage. Et donc, je crois que ce qui est en train de se passer
à Goma et à Bukavu corroborent très bien les rapports de Amnesty International, les tortures, les photos que moi je vois ou les vidéos que je vois des tortures de personnes. En fait, ces personnes, même si on les laisse en vie, le fait de les frapper, ça détruit complètement leurs muscles qui, malheureusement, ces personnes vont mourir des insuffisances. C'est qui? C'est le M23, le Rwanda? C'est les Ouazalendo, les milices pro-gouvernementales. Aujourd'hui, je crois que la région est occupée par l'armée rwandaise, par les M23, les Ouazalendo occupent les terrains. Et je trouve que... L'armée congolaise. L'armée congolaise aussi. Et je pense que cette situation est tout simplement inacceptable. C'est un échec de Félix Tshisekedi. Il a promis diverses alliances militaires. Il y a eu l'état de siège. Enfin, il semble un petit peu tâtonner. Et le résultat, c'est quoi? Je pense que là, il faut être clair. C'est un échec sécuritaire cuisant, puisque, en fait, cette militarisation de l'Est, d'abord par l'externalisation de nos services de sécurité, a été un échec. Et on se retrouve dans une situation de surmilitarisation. Et du côté congolais, c'est comme si le commandement devient pratiquement impossible. Alors, il y a beaucoup d'initiatives de paix africaines, le Qatar, les États-Unis, dernièrement, déclaration de principe entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et le ministre de RDC des Affaires étrangères. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que ça ajoute encore de la confusion à la confusion dont on vient de parler? Je pense que si ce n'est pas coordonné, ça va donner le même résultat. Il faudrait absolument qu'il y ait une coordination de toutes ces initiatives de paix. Il faut plutôt envisager des discussions dans une forme de conférence internationale où tous les acteurs, tous ceux qui sont intéressés par ce qui se passe dans la région, peuvent venir autour d'une table et pouvoir discuter des questions que, par exemple, les États-Unis sont en train de proposer. Je veux juste en venir à votre situation. Hein. Vous avez donc, comme je l'ai dit, plongé dans le bain politique. L'élection présidentielle en 2023, ça ne s'est pas bien passé. Vous avez fait un score très faible. Est-ce que ça vous a vacciné contre la politique? Est-ce que vous allez continuer à soigner? Là, vous ne pouvez pas rentrer, je pense, parce que vous êtes menacé. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour vous, Denis Mukwege? Moi, je suis engagé pour les vulnérables. Je suis engagé pour la paix et la justice. Et je pense que chaque fois que mon peuple m'appellera pour ces questions, je répondrai toujours présent. Y compris en politique? Je répondrai toujours présent si c'est l'appel de mon peuple pour résoudre les questions relatives à la justice, à la paix et lutter contre la vulnérabilité. Ça, je le ferai. C'est un engagement que j'ai. Par contre, les élections, les faire dans le contexte des élections passées, je crois que je ne pourrais pas recommencer. Pourquoi? Puisque, en fait, je savais que mon pays était corrompu, mais je ne pouvais pas m'imaginer que la corruption était à ce niveau, de trouver que tout le monde avait un prix. Très, très peu de gens peuvent dire non merci devant un billet de banque. Et ça, pour moi, c'était une grande déception. Et je pense qu'il faut des règles qui permettent à ce que la démocratie puisse s'installer et pas faire des élections de façade. Je pense que la vie des Congolais a une valeur. La vie des Congolais, c'est une vie humaine qui devrait être protégée comme toutes les autres vies humaines. Aujourd'hui, nous ne savons plus compter les millions de morts au Congo puisque ça n'intéresse personne. C'est une crise, un des conflits le plus négligé et une crise humanitaire oubliée. Et ça, c'est triste. Oubliée, tout simplement. Crise oubliée puisqu'il n'y a pas de médias. Les bébés qui meurent au Congo, on ne voit pas leurs photos comme ce qu'on voit dans d'autres conflits. Et il n'y a pas d'aide humanitaire. Au mois de mars, le plan humanitaire pour la République démocratique du Congo était financé seulement à 8,2%. C'est pas énorme. Et il n'y a pas la volonté politique, puisque s'il y avait la volonté politique, les diplomates européens, dernièrement Boulos, il a dit « Nous avons tous les outils pour mettre fin à cette crise si c'est nécessaire ». Et nous, aujourd'hui, nous nous posons la question, si c'est nécessaire, ça veut dire quoi? Quand il y a autant de morts, autant une crise humanitaire de cette dimension, quand il y a 26 millions de personnes qui peuvent mourir de faim, risque d'une escalade régionale,
qu'est-ce qu'on attend pour isoler un pays agresseur, un pays qui viole les droits internationaux et humanitaires, un pays qui viole les droits, qui viole la Charte des Nations Unies, un pays qui viole la Charte de l'Union africaine. Je pense que lorsqu'on parle d'isoler des pays agresseurs, il ne faut pas faire les doubles standards. Il faut les isoler pour que l'ordre international puisse survivre. Aujourd'hui, en utilisant les doubles standards, nous sommes en train de détruire la capacité que nous avions acquise d'une protection collective internationale. Nous sommes en train de la détruire après la Seconde Guerre mondiale et on ne donne pas une proposition de ce qui peut le remplacer. En conclusion, est-ce que vous allez rentrer à Bukavu pour continuer à soigner? Dès que je peux, je le ferai. Merci beaucoup, Denis Mukwege, d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes. Je vous en prie.